Pavel Filatiev, vous êtes un ancien soldat russe réfugié en France et vous publiez chez Albin Michel votre témoignage « Zov, l'homme qui a dit non à la guerre ». En effet, vous étiez dans une base en Crimée lorsque vous vous êtes retrouvé sur le front et notamment à Kherson. Et ensuite, vous avez décidé de quitter cette guerre. On va en parler, vous allez nous le raconter. Comment ça s'est passé le 23 février au soir, alors que vous êtes en Crimée depuis des mois, on vous demande d'avancer vers l'Ukraine. Le 23 février, notre unité était sur la frontière de la Crimée et du territoire contrôlé par l'Ukraine. Et donc, dans la nuit, en fait, très tôt le matin, notre unité a traversé la frontière. Mais les ordres qu'avait reçus notre commandement, c'était avancer. Alors, quel est le climat qui règne avec vos amis? On vous demande de tracer un Z. On ne s'est pas vraiment posé beaucoup de questions. Le premier ligne, on l'avait dessiné quelques jours avant, c'était une ligne diagonale. Et ensuite, ça s'est progressivement transformé dans la lettre Z. Donc ça, c'est pour les unités qui avançaient vers Kherson depuis la Crimée. Ceux qui rentraient par l'Est avaient un V et ceux qui rentraient par le Nord avaient un O, d'où ces trois lettres Z-O-V qui forment le mot Zov. C'est-à-dire appel. Comment cela se passe? Vous dites, vous n'avez pas d'informations sur les objectifs de guerre, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous suivez. Et dans quelles conditions se déroule le début de cette offensive? Pendant la première semaine des événements, nous avons fait une marche rapide pour prendre le contrôle d'une bonne partie de la région de Kherson. Et nous avons pris la ville d'assaut, la ville de Kherson. Donc, dans les premiers jours, on avait pris le contrôle d'une grande partie de la région. Quel souvenir vous gardez de la prise de cette ville? Est-ce que vous assistez ou vous participez à des actes de cruauté, de très grande violence à l'égard des civils? Pendant les premiers jours, nous avions de nombreux contacts avec la population civile. Certains quittaient leur maison, quittaient ces territoires. Certains venaient nous parler et la majorité d'entre eux ne cachaient pas leur mécontentement de notre présence. Pendant les journées que j'ai passées dans la région de Kherson, je n'ai pas participé et je n'ai pas été témoin d'aucune violence vis-à-vis de la population civile, même si certaines personnes se sont fait arrêter, notamment des personnes qui avaient mis feu à des bâtiments, ceux qui jouaient dans l'intérêt de l'armée ukrainienne. Mais je n'ai pas vu de mes propres yeux d'actes de cruauté vis-à-vis des personnes qui étaient détenues. Certainement, il y a eu des cas similaires, mais il serait exagéré de dire que tous les soldats russes pratiquaient cela. Oui, parce qu'on a découvert des centres de torture et des situations extrêmement dures dans la ville de Kherson. Par la suite, ça s'est peut-être passé. Comment était organisée l'armée russe et comment vous expliquez les échecs successifs de l'armée russe? Le retrait de Kherson, par exemple. L'objectif qui nous avait initialement été fixé, je considère cet objectif comme impossible à réaliser. C'est quoi l'objectif? Dénazifier? C'est en quittant le front que j'ai appris ce que nous étions en train de faire sur le front. Et qu'est-ce que c'est que cet objectif? Il n'y a pas eu d'objectif concret et précis. Le commandement, le haut commandement s'est servi de l'armée pour des intérêts politiques, mais pas pour des intérêts stratégiques. Pavel Filatiev, je reviens sur les conditions de votre combat
au début. Vous dites « Nous tentions de survivre comme des bêtes sauvages. Nous n'avons même pas besoin d'ennemis. Grâce à nos chefs, nous vivons plus mal que des SDF. Notre aviation a quasiment disparu. On se contente de tenir nos positions dans les tranchées en première ligne. Impossible de se laver, de manger, de dormir. » Ces conditions de guerre, vous les imaginiez lorsque vous êtes engagé en août 2021 dans cette unité qui était basée en Crimée? Je savais très bien ce qui s'y passait. Mais depuis 10 ans, on avait beaucoup parlé à la télé de toutes les réformes de l'armée, de toutes les améliorations, de la professionnalisation, etc. J'étais donc très étonné. Ce que j'avais vu de mes yeux pendant cette guerre était bien pire que les choses dont j'ai pu être témoin il y a un peu plus de 10 ans. Est-ce que vous nous confirmez que la vie humaine a peu de prix dans cette armée russe? Comme ça, on ne pourra pas dire que la vie n'a pas de valeur, ce serait exagéré. Même les militaires qui sont au service, même quand ils meurent, par exemple, pendant un entraînement, on va toujours enquêter sur les circonstances exactes de la mort ou du traumatisme qu'a subi le militaire. En tout cas, cela, c'est ce qui se passe pendant les entraînements, en temps de paix. Quand c'est en temps de guerre, peut-être qu'on y prête moins attention. Quel est votre sentiment et est-ce que vous avez envie que cette armée russe, que vous-même, que vos amis s'excusent en quelque sorte de ce drame? J'ai du mal à le dire. Comment on peut demander pardon? On peut demander pardon si vous avez marché sur le pied de quelqu'un. Si là, on commence à dire on demande pardon, personne ne le prendra au sérieux, de telles excuses. Et en même temps, vous avez un message qui est assez politique vis-à-vis de vos compatriotes. Est-ce qu'il y a d'autres amis à vous qui ont voulu faire le même trajet que vous? Oui, et ils étaient très nombreux. Évidemment, je ne peux citer aucun nom, mais parmi les militaires que je connais personnellement, une grande majorité ne voulait pas aller en Ukraine, mais ils n'ont pas pu éviter cela. Ils sont obligés de respecter ces lois parfois inhumaines. Ils ne savent pas comment agir pour éviter cela. Donc je ne peux pas les juger pour y être allé. Mais à titre personnel, je considère que cette guerre était dès le départ absolument inutile, qu'il ne va apporter rien de bien ni à l'Ukraine ni à la Russie. Et de toute façon, il se terminera un jour, mais la différence, c'est combien de personnes seront mortes entre-temps. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Témoignage de cet ancien soldat qui ose dénoncer sur LCI la propagande de Vladimir Poutine et qui raconte le sort réservé aux soldats russes sur le front. Pour en parler à mes côtés, Laurence Saïm, bonjour. Bonjour. Consultante internationale, ancienne correspondante aux États-Unis. Général Jean-Marc Maril, bonjour. Bonjour général de brigade et historien. Pierre Grasser, bonjour. Vous êtes chercheur associé au laboratoire CIRIS, docteur en sciences des relations internationales et spécialiste des questions de défense. Et last but not least, Magali Martès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales. Pierre Grasser, qu'est-ce qui vous choque ou vous marque le plus quand on entend ce que raconte ce soldat russe qui brise l'omerta? Alors, dans un conflit, on peut évaluer 3 points. Il y a 3 points qui permettent à une puissance d'entrer en guerre. Le premier, c'est tout d'abord les finances. Dans l'ouvrage qui a été écrit par ce sergent, c'est assez intéressant. Il explique que le salaire quotidien des soldats russes est passé à 7 000 roubles par jour ou 6 000 roubles par jour. Ce qui est assez important puisque ça nous amène à peu près à 3 200 € par mois. Donc là, il y a un point qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, lorsqu'il a déclenché cette guerre, il a préparé en termes financiers, c'était à peu près préparé. C'est pas là-dessus que ça va s'effondrer. Encore aujourd'hui, on voit, financièrement, économiquement, la Russie s'en sort à peu près. C'est-à-dire que oui, bien sûr, elle sera en récession, mais quand même, c'est pas là-dessus, c'est pas sur la solde des soldats que ça va s'effondrer, parce qu'ils sont objectivement bien payés. J'ai vu des soldes qui étaient plus élevés encore. Deuxième point, évaluer
c'est le technique. Il y a plein de choses, effectivement, au premier jour de guerre qui n'allaient pas. Et ça a beaucoup manqué aux soldats russes. Lui, dans son ouvrage, évoque son camion dont les freins ne fonctionnaient pas. Donc il est parti à la guerre avec de grandes routes à faire, avec un camion sans frein. Ensuite, il y a des tas d'autres points qui n'ont pas été dans l'armée russe, où c'était pas au point. Par exemple, les micro-drones qu'on observe, les petits drones commerciaux qui servent à faire de la reconnaissance, les soldats russes n'en avaient pas. Ce sont les familles qui ont payé ça pour les soldats, des financements participatifs sur Internet. C'est les familles qui payaient des drones aux soldats russes sur le front. Tout à fait. Il y avait des chaînes Telegram qui organisaient ça, des collectes, et les soldats russes n'en avaient pas du tout. Et voilà, général, à quoi ressemble celle que l'on considérait encore il y a quelques mois comme la deuxième armée du monde. Oui, mais vous savez, les Russes, ils ont une caractéristique historique qui est qu'en général, ils commencent mal leur guerre. Et c'est presque une règle. Mais c'est une sorte de moteur diesel qui se met en marche et qui, lorsque le temps passe, lorsque les défaites ont été subies, lorsque les constats ont été faits, pallie petit à petit ces lacunes. Et donc, l'industrie russe d'armement est puissante. On l'oublie beaucoup, mais l'usine Kalachnikov en Russie est la plus grande usine d'armement au monde. Donc je pense que les Russes sont rentrés en guerre, et monsieur l'a très bien dit, avec un déficit de connaissance de l'adversaire, avec un déficit de moyens parce qu'ils pensaient que la guerre serait facile et qu'ils n'ont pas réagi en temps pour mobiliser leurs forces. Donc vous aviez l'Ukraine, un peuple en armes, courageux, qui avait déjà été bien armé par les Occidentaux, qui a tout de suite bloqué l'avance des Russes. Les Russes ont vite compris que dans le schéma dans lequel ils étaient, il fallait qu'ils fassent une bascule d'efforts vers l'Est et le Sud pour la continuité territoriale. Mais Vladimir Poutine n'a pas voulu faire la levée en masse, n'a pas voulu mobiliser ses forces. Et donc, les Russes se retrouvent en infériorité numérique. Je pense que le plus grand souci des Russes, c'est leur faiblesse numérique, de leur infanterie. Et ça, ils sont en train de le pallier petit à petit. Alors, je ne sais pas jusqu'où le curseur va aller, mais en tout cas, plus le temps passe, plus les Russes, certainement, vont reprendre du poil de la bête. Donc, c'est l'inquiétude que j'ai vis-à-vis de la résistance ukrainienne qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, ce qu'on voit là, c'est aussi, j'allais dire, dans toute guerre qui débute, il y a des erreurs, il y a des fautes. Vous savez qu'en 1914-1915, 180 généraux français ont été relevés de leur commandement. Donc, par incompétence ou parce qu'ils avaient appliqué des ordres avec leur façon de concevoir la guerre qui n'était plus adaptée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il ne faut pas, j'allais dire, considérer que l'armée russe, c'est une petite armée. C'est une armée de professionnels qui s'est engagée face à une armée de masse, populaire, qui défend son pays avec bec et ongles, c'est les Ukrainiens. Et eux, ils ont attaqué avec très peu d'effectifs, en fait, un peuple en armes. Ce n'est pas une petite armée, mais c'est une armée qui est en difficulté et qui a besoin de renforts. Je pense notamment au renfort de la milice Wagner, qui va jusque dans les prisons russes, aller chercher les détenus dans les cellules pour les envoyer au front, mais en première ligne, comme de la chair à canon. Est-ce que ça, ce sont des choses qui se font en temps de guerre? Alors malheureusement, oui. Les Russes ne sont pas les seuls à l'avoir fait. En France, pendant la guerre d'Indochine, pour alimenter le corps expéditionnaire français, on a quelquefois proposé à des futurs condamnés de choisir entre la prison et partir faire la guerre d'Indochine. Mais c'est des exemples qui ont été déjà connus dans d'autres armées. En fait, c'est un recours assez naturel lorsqu'on a besoin d'hommes pour faire la guerre. Ceci dit, première ligne, on n'envoie pas un jeune soldat, quelles que soient ses origines, qu'il soit criminel ou pas, en première ligne sans formation, sinon ça ne sert à rien. Donc je ne pense pas que ces gens vont aller tout de suite en première ligne. Est-ce qu'il y a cette enquête assez hallucinante de nos confrères du Monde qui montre que 99% des détenus qui ont été envoyés, la première vague de détenus russes envoyés en première ligne sur le front, sont morts? C'est une enquête qui vient d'une ONG qui s'occupe des droits des prisonniers en Russie, qui donne ce chiffre de 99% en effet des prisonniers engagés donc par Prigojine, le chef de Wagner, qui personnellement va recruter dans les prisons russes 99% donc de ces miliciens de Wagner qui auraient donc accepté
en échange de leur liberté, cet engagement militaire, qui seraient morts sur le front. Alors c'est un chiffre qui paraît énorme quand même, et en discutant en plateau, notamment depuis tout à l'heure, c'est un chiffre qui quand même interpelle et peut-être un peu grossi. Mais ce qui est sûr, c'est que notamment à Bakhmout, vous savez, cette ville que veut absolument prendre Prigojine dans le Donbass, il semble vraiment que, en effet, ces prisonniers recrutés par Wagner soient envoyés en première ligne, comme de la chair à canon, pour que, en fait, les Ukrainiens en face leur tirent dessus et que ça permette aux soldats russes de repérer où sont postés les Ukrainiens. C'est la thèse qui est défendue. Pourquoi ça vous fait réagir, par général, les soldats sur ce point ukrainiens qui expliquent ça sur le terrain? Parce qu'en général, aucune armée du monde ne fait ça. On ne se sert pas de ses propres soldats pour attirer des obus. C'est inconcevable. C'est inconcevable parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue militaire ou parce que c'est monstrueux? Les deux. Absolument les deux. Bon. Cela étant, il y a une culture en Russie, et il y en avait en URSS, du Strafbat, le bataillon disciplinaire. C'est pas du tout une première, c'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, après les grandes défaites qu'ils ont eues en 1941, l'armée rouge a eu recours ils sont allés simplement dans l'administration du goulag et ils ont demandé des prisonniers, enfin ils ont offert aux prisonniers une seconde chance. Et c'était présenté comme ça. Et c'est toujours présenté comme offrir une seconde chance parce que vous ne pouvez pas donner une arme à un soldat sans lui donner un petit caractère volontaire, parce que sinon il peut la retourner contre ses officiers, contre ses proches. Donc ça, c'est le premier point. Culturellement, en Russie, historiquement, c'est déjà arrivé. Ensuite, s'agissant de l'état d'esprit dans les prisons russes, il y a un fort caractère nationaliste, patriotique, russe, voilà. Donc ils préfèrent être envoyés au front et mourir plutôt que de passer... Alors, je ne sais pas à quelle peine de prison étaient condamnés ces détenus, mais si vous faites 3 ans de prison... Ce qui est assez étonnant... C'est peut-être mieux que d'être envoyé au front. On peut dire que c'est un peu anecdotique, mais il y avait des espèces de concours dans les prisons avant la guerre, de bonhommes de neige, et les bonhommes de neige, c'était les chars et c'était les missiles Topol. Bref, ils sont plutôt patriotiques dans les prisons, ce qui fait qu'effectivement, quand on voit le peu de soldats qu'il y a dans les forces armées russes en état de combat actuellement, peut-être avec un état d'esprit actuellement, après 8 mois de guerre, évidemment, eh bien, la logique, effectivement, c'est d'aller chercher dans les prisons. Je pense que ça s'est fait même dans les pays occidentaux durant la Seconde Guerre mondiale. Laurence, avant qu'on parte dans le Donbass. Pourquoi on va chercher des prisonniers dans les prisons? Parce que c'est des gens qui sont capables sur le terrain de faire des exactions absolument épouvantables. C'est en général des anciens criminels qui ont fait évidemment des meurtres. C'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. Et d'ailleurs, Prigojine, sur les réseaux sociaux, s'était vanté il y a quelques semaines d'aller dans les prisons en disant « Voilà, si vous vous engagez, on va remettre votre peine de prison ou vous serez libre après avoir passé plusieurs semaines sur le front. Ce qui est très intéressant dans la force Wagner, c'est de voir l'utilisation qu'ils vont faire de ces hommes. C'est-à-dire ce sont des milices privées qui doivent semer, selon la logique politique décidée par Moscou, la terreur absolue au milieu des populations civiles. Et c'est vrai que des soldats obéissent parfois à des codes de l'honneur, des milices privées, notamment des anciens prisonniers, n'ont aucun honneur sur un terrain de guerre. Vous restez avec nous, on va partir dans le Donbass où les combats sont particulièrement féroces, où nos envoyés spéciaux ont pu suivre côté russe les soldats de Poutine dans les tranchées à 200 mètres seulement du front. A tout de suite.